d'intelligence, partie 1. Francis Pisani, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de ce livre, Smart About Cities. Nous allons en parler dans un instant et qu'il est d'ailleurs téléchargeable en open source sur le site internet de netexplo.com. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vais tout simplement rebondir sur ce titre, Smart About Cities. Ça pose tout de suite le constat. Ce n'est pas une ville qui est intelligente, c'est la façon dont on la pense qui la rend intelligente. Merci de m'avoir invité. Effectivement, le titre mérite des explications. La première, c'est que le livre est en français autant qu'en anglais, mais comme je pensais que tout le monde connaissait Smart Cities, j'ai voulu essayer de changer de perspective, d'inviter à un changement de perspective. Et donc, plus qu'un constat, c'est une invitation, c'est une proposition. Il faut aborder les villes différemment. Dans les recherches que nous faisons tous, que j'ai faites, la première chose que j'ai entendue qui m'a paru extraordinaire, c'est parler de ville intelligente, c'est un pléonasme. Pourquoi? Parce que les humains n'ont rien fait de plus intelligent et de plus durable que les villes. Ça fait 6000 ans qu'on en crée partout dans le monde et on continue à aller vers les villes. Et donc peut-être que la technologie qui nous a invités à parler de ville intelligente n'est pas la dimension la plus importante. De ce fait, j'avais écrit d'abord avec NetExplo et l'UNESCO un livre qui s'appelait « Voyage dans les villes intelligentes » entre Data Police, la ville des données, et Participolis, la ville de la participation citoyenne. En gros, personne ne veut vivre dans une ville bête, mais on n'a pas de raison de ne compter que sur une forme d'intelligence. C'est plutôt important d'utiliser toutes les formes d'intelligence possibles. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que on a tendance à privilégier, on avait tendance, puisque nous sommes en train de changer à NetExplo, on avait tendance à privilégier la technologie qui n'est qu'un outil, sans changer l'état d'esprit et la façon d'aborder les choses. Et donc, je pensais à une phrase d'Einstein, on le cite à toutes les sauces, mais de temps en temps, il est quand même très intéressant, et qui disait « On ne peut pas résoudre un problème avec la mentalité avec laquelle on l'a créé ». Et donc, on ne peut pas résoudre le problème des villes en continuant à faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire à les isoler, à les séparer, et à l'intérieur des municipalités, à séparer les départements. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on se rend compte finalement qu'en disant Smart Cities, ça donne l'illusion que finalement il n'y avait pas d'intelligence dans les villes dans le passé, alors que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'on peut trouver énormément d'intelligence dans ce qui s'est fait par le passé et surtout sortir de cette illusion qu'avec la modernité vient plus d'intelligence. Absolument. Et ce qui est très important dans le changement, donc la modernité apporte des outils. Il ne faut pas renoncer à la technologie qui permet de meilleurs services, et souvent des services moins chers, qui a quelques inconvénients dont je suis sûr que nous reparlerons. Mais il ne s'agit que d'un outil. Et le problème, c'est donc de changer de mentalité et de puiser sur toutes les intelligentes. Pourquoi changer de mentalité? Parce que premièrement, nous avons tendance à séparer les départements, comme je le disais, à séparer les choses, à penser dans ce qui ne bouge pas au lieu de penser dans ce qui bouge. Par exemple, sur la géographie qui concerne toutes les villes, on a tendance à voir les limites de la ville ou les frontières et pas à voir la connectivité qui est la clé que vient de rappeler Thierry Happ du nouveau concept sur lequel nous travaillons, qui est Linking Cities. Et en fait, on ne sait pas vraiment, ce qui complique les choses, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi on parle quand on parle de ville. Alors justement, qu'est-ce qui serait, selon vous, une façon intelligente d'aborder cette question urbaine? Alors la première, ça consiste à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une ville. En fait, si vous regardez, il n'y a pas de définition sur laquelle tout le monde est d'accord. En général, on nous dit qu'une ville, c'est une municipalité. Je prends un exemple sur Paris, si vous voulez bien. Si je représente sur une carte le périphérique, je dis Paris. Oui. Mais si je représente le Grand Paris, je dis Paris. Mais la vérité de Paris, elle n'est dans aucune de ces deux cartes. Elle est dans une photo satellite de nuit où on voit les lumières qui sont allumées dans la région parisienne. Et ça dépasse complètement et Paris, et le petit Paris, et le Grand Paris. Donc, premièrement, on doit se mettre d'accord là-dessus. Et le travail sur la définition commune consiste à allier
la densité des constructions, la densité du bâti et la densité la continuité du bâti et la densité de population. Mais en fait, je vais vous donner quelques chiffres, si vous me le permettez. Bien sûr, au Danemark, on a ville à partir de 200 habitants. Au Kenya, on a ville à partir de 2000 habitants. Au Bénin, on a ville à partir de 10 000 habitants. Et au Japon, on a ville à partir de 50 000 habitants. Donc en gros, on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'une ville quand on la prend à partir des frontières. Il y a une approche intelligente, un début d'approche intelligente, qui consiste à voir les villes comme des archipels. C'est-à-dire des archipels, c'est-à-dire il y a plein de lieux. Par exemple, Bordeaux peut être lié à Angoulême, si on parle de la France, ou à Bergerac, ou même à Limoges. C'est-à-dire que quand on est maire de Bordeaux, au lieu de simplement dire « j'ai dans mon périmètre telle richesse », on peut dire « j'ai dans mon périmètre telle richesse, mais je suis connecté à des choses, à des entreprises, à des gens, à des laboratoires qui se trouvent à Bergerac, Limoges ou Angoulême, mais aussi, parce que ça arrive, Bordeaux, des universités de Bordeaux ont des accords avec des laboratoires de Lille, ou même de New York ou de Boston, et avec des quartiers généraux d'entreprises qui se trouvent à Paris ou à Berlin. Donc, on a intérêt à faire éclater tout ça. Et une des plus belles choses, un des plus beaux exemples que j'ai trouvé de ça, c'est Ernesto Ottone qui vient de me précéder, oui, voilà, il y a une seconde, et qui m'a dit qu'en allant à Mexico, où j'ai vécu pendant 15 ans, il s'était rendu compte que c'était la seule ville du monde où tous les programmes de l'UNESCO sont réunis. Mais les gens ne le savaient pas. Et donc, le travail maintenant, c'est d'essayer de relier, et c'est le lien est la question essentielle, l'interaction est la question essentielle, de relier ces approches différentes des villes, et ça se pose au niveau de chaque municipalité ou de chaque région, c'est-à-dire il y a des départements dans les municipalités, on ne les fait pas assez travailler ensemble. Alors, vous parlez dans votre livre de complexité. Est-ce que finalement, le but, c'est pas de revenir à plus de simplicité et de justement simplifier les choses? Alors, la complexité, effectivement, le pari du livre, c'est de dire notre changement de modalité, c'est d'accepter la complexité. Quand vous faites un travail sur les villes, dans toutes les langues, dans tous les pays, vous retrouvez régulièrement, dans tous les propos de maires, dans mon livre j'en cite beaucoup, vous retrouvez le mot complexe. Une des formules que j'ai préférées, c'est celle de Johanna Roland, qui est maire de Nantes, et qui cite Julien Gracq à propos de sa ville en disant « pas complètement chair, pas complètement poisson, mais sirène », et qui dit « c'est ça la complexité de la ville, et ça, c'est sa richesse ». Mais quand on dit complexe, les gens ont peur. Je voudrais réduire un peu la peur. Je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez quelqu'un qui partage les tâches de la famille, mais prenez l'exemple d'un responsable de la famille, la charge mentale fameuse, et qui va faire des courses. Donc il faut qu'elle choisisse son moyen de transport. Je ne parle pas de maintenant, je parle de toujours. Maintenant, c'est encore plus compliqué. Il faut qu'elle choisisse son moyen de transport. Il faut qu'elle pense aux associations entre tel et tel magasin, entre telle et telle composante, légumes, viande, poisson, ce que vous voulez, fromage. On est en France. Et il faut qu'elle pense à ces associations, mais il faut aussi qu'elle pense à ses enfants. À celui qui a une allergie, celui qui doit manger plus tôt, celui qui n'aime pas telle chose, etc. Ensuite, elle rentre, ou il rentre, si c'est le papa qui s'en occupe, et il est confronté à tout ce problème de lien et d'association. Donc, le complexe, c'est la définition du vivant. C'est la base. Et c'est la base, et c'est la caractéristique de ce que nous devons faire de notre réalité tous les jours. Et les villes sont des organismes comme nos corps, les cellules, les organes, le corps, le rapport avec l'écosystème. Donc oui, il s'agit de perdre la peur de la complexité. Et si vous me permettez une formule, je crois qu'on peut réduire ce problème de la complexité, et je parle maintenant de simplexité en utilisant un ami un professeur français, Berthoz, qui a écrit des livres là-dessus. En gros, la simplexité, c'est à la fois le fait que la nature trouve des solutions simples à des problèmes complexes par définition. Et la seconde idée, c'est qu'à nous de trouver des solutions simples. 3 termes seulement. En 3 termes, on peut aborder pratiquement tout. Le premier, c'est les interactions.
les interactions, et c'est pour ça qu'on parle de linking cities, c'est les liens, et ces interactions créent des dynamiques. Donc on ne peut pas s'enfermer dans une vision de la ville à un moment, il faut la voir vivre et la prendre dans son évolution. Et la troisième, c'est que tous les problèmes se posent à différents niveaux, à différentes échelles, c'est-à-dire on a pour la ville, l'immeuble, enfin les appartements, l'immeuble, le quartier, la ville, la région et la nation, et même les institutions supranationales qui interviennent à tous les niveaux, même les plus concrets. Alors, rapidement, un autre adjectif qui pourrait peut-être qualifier ces villes du futur, c'est intrusive. Qu'est-ce que ça vous évoque, cet adjectif-là? D'abord, je préfère le mot inclusive, mais pourquoi pas parler d'un... Elle pourrait être aussi, ça peut être l'autre côté de... Ceci dit, je pense que ça me fait penser, quand je vous entends prononcer ce mot-là, à une sorte de paradoxe. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens vont dans les villes ? Beaucoup de gens, des milliards et depuis des millénaires. La première raison, c'est pour y trouver plus de travail, plus de richesse, plus de santé, plus de savoir, etc. Mais la seconde, c'est parce qu'ils veulent quitter le regard de l'autre qui est dans les villages. Et donc, on va dans les villes pour trouver l'anonymat. Exemple, quand vous êtes dans un grand immeuble, vous ne savez pas qui est votre voisin. Dans les villages, c'est absolument pas possible. Oui, c'est vrai. Et donc, le paradoxe, c'est que la technologie aujourd'hui permet de savoir ce que nous faisons. Ceci dit, quant à la technologie, je me permets de souligner que, c'est beaucoup notre responsabilité. Quand on utilise une carte de crédit, par exemple, on se fait repérer aussi bien que quand il y a des caméras. Enfin, un peu moins bien, c'est plus dangereux de mettre des caméras, mais bon. Et la seconde, c'est que ces technologies, nous devons apprendre à les dominer, à les aborder intelligemment comme des outils, à côté d'autres outils. Et c'est à nous de le faire. Et c'est à nous d'être intelligents sur les villes, avec les villes, quand on se penche sur les problèmes urbains. C'est à nous d'apprivoiser donc ces nouvelles technologies. Francis Pisani, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, Tom Burgess-Watson vient sur le plateau justement pour continuer à approfondir la vision de l'UNESCO à propos des villes avec Denise Bax. À tout de suite.